Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors après vous avoir fait la Nightwatch et Baratheon, on va parler de la maison Stark. Alors vous allez voir, c'est une maison qui est un peu plus brutale, un peu plus dans la version corps à corps. Voilà, les hommes du Nord sont bien présents. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choix à faire parmi cette maison. Donc, comme les précédentes vidéos, je vais la fractionner en commençant par les unités combattantes. On verra ensuite les cartes de faction. On enchaînera par les généraux et leurs cartes tactiques, donc justement pour faire un tout avec les cartes de faction vues juste avant. On enchaînera ensuite par les attachements et enfin on terminera par les unités non combattantes et puis bien sûr un petit point final sur la faction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira et elle est à destination des débutants mais aussi des experts puisque mettre à plat la faction, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi servir de révéler quelques points et quelques stratégies et tactiques possibles avec les ou la faction que vous allez regarder. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après un petit générique. Allez, c'est parti. Allez, on démarre par les unités combattantes de la maison Stark et pour commencer, on va parler de la garde d'honneur d'Edgar. Donc c'est une unité qui coûtera 6 points et qui est uniquement accessible si vous avez Eddard Stark, le seigneur de Winterfell, Lord of Winterfell, donc c'est-à-dire en commandant, et vous avez accès à cette unité. Alors cette unité, qu'est-ce qu'elle a d'intéressante? Bon, elle bouge de 5. Ok. Elle, là, par contre, elle attaque en corps à corps uniquement pour 3+, 7D, 6D, mais on voit que, on verra après qu'en fait, finalement, elle va taper quand même à 7D, malgré le 6 qui est marqué, et surtout, elle a une bonne défense, 3+, et 6+, pour le moral. En natif, en effet, quand elle est en combat corps à corps, elle a coup critique, et en plus, lorsqu'elle a un rang de détruit ou plus, elle aura +1 au toucher, et si elle a 2 rangs de détruit, elle peut relancer ses jets d'attaque. Donc, vous voyez, c'est une unité qui est quand même, somme toute, très très forte, qui est très intéressante à jouer. Le défaut, et elle ne coûte que 6 points. Le défaut, c'est qu'il faut être Stark en commentant, mais est-ce vraiment un défaut pour la faction Stark? On verra le commandant tout à l'heure, on pourra en reparler à ce moment-là. Ensuite, on va parler, avant de parler des archers, on va parler des Swordsword, des épées louées Stark. Alors, je les ai mis exprès pour faire la comparaison avec la garde d'honneur, puisque les épées louées, vous avez, c'est la même image, mais c'est une unité qui, par contre, est accessible quel que soit votre général dans la maison Stark. Alors, elle a les mêmes effets au corps à corps, c'est-à-dire critique et +1 quand elle a un rang ou plus de détruit. Elle a également le fait de relancer les dés quand il y a 2 rangs de détruit. Au niveau corps à corps, bah vous voyez que au lieu d'être du 3+, c'est du 4+. Les stats sont un peu moins bons, c'est toujours 7D au premier rang, mais c'est 5D au second et 4, donc on perd 1D par rapport à la garde d'honneur. En armure, on passe à du 4+, au lieu du 3+, par rapport à la garde d'honneur. Et le moral, c'est pareil, c'est du 6+. Donc voilà, et elle ne coûte que 5 points au lieu de 6, donc c'est pour ça que vous voyez la différence de stats entre les deux fait que, effectivement, la garde d'honneur d'Edgar est quand même plus intéressante en termes de coût et de capacité surtout. Donc voilà, c'est une très bonne unité. La garde d'honneur est une très bonne unité, mais celle-ci quand même n'est pas à négliger. C'est quand même, ça reste une très bonne unité de combat à mettre en place. On va passer ensuite aux archers, les Stark Bowman. Alors, on voit que eux, alors je vais commencer directement par leur capacité de tir, la volée de flèches. Donc ça ignore les unités et les terrains pour déterminer la but de vue, donc ce qui est très pratique, puisque vous savez, pour tirer une ligne de vue, si vous avez une unité entre vous deux et que ça passe à travers, vous n'avez pas la ligne de vue sur la cible. Donc là, en l'occurrence, ils s'en fichent. Voilà, donc ils peuvent tirer sans signe de vie. En plus, si les défenseurs de ces attaques ratent leur jet de panique, ils perdent toutes les habilités d'ordre jusqu'à la fin du round, et en plus ils sont affaiblis, donc ça reste quand même une capacité qui est quand même assez sympathique. Ils se déplacent à 5, c'est courant pour de la piétaille, pour des troupes à pied. Ils tirent à la longue distance, à 3+, 7D, 7D, 4, donc vraiment pour les affaiblir cette unité, il faudra lui détruire 2 rangs pour que ça passe à 4, donc vous voyez, il faut quand même y aller.
Au corps à corps, c'est pas censé leur être un point fort, hein. Ils tapent à 5+, 5D, 4D, 3D, donc voilà, c'est pas une troupe de corps à corps. D'autant plus que la défense c'est du 6+, donc autant dire que voilà, vous pouvez leur rentrer dedans très facilement, donc attention, bien protéger cette unité si vous la jouez, et puis le moral c'est 7+, aussi, donc c'est pas terrible non plus. Ceci dit, elle ne vaut que c'est une unité qui ne vaut que 6 points, ça reste une unité de tir, voilà, c'est quand même, somme toute, assez correct, mais c'est, voilà, il faut le savoir, c'est une unité à protéger, puisqu'au contact, elle va se faire rouler dessus, comme on dit vulgairement. Mais ceci dit, vous allez voir en Star qu'il y a quand même des choses intéressantes pour les protéger. On passe aux troupes suivantes. Alors, on passe à des unités que j'aime beaucoup. Les trois sont des unités que j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. La première, les Crack-Nogan Trackers, donc les pisteurs Crack-Nogan, on va dire. Alors, ils sont très bien. Ils se déplacent à 6, ils peuvent tirer à courte, à 4+, CD, 6, 4+. Et ensuite, au corps à corps, ils ont 4+, 6D, 4, 3+. Donc ça reste très correct en stats. C'est pas génialissime, mais c'est pas. En termes de défense, c'est pas leur point fort, hein, du 6+. Moral 7+, c'est pas très bon. En revanche, vous allez voir, et ça ne coûte, par contre, c'est une unité qui ne coûte que 5 points. Donc c'est quand même pas cher pour ce que ça fait, surtout lorsqu'on voit les ordres dont elle dispose. Le premier ordre dont elle dispose, c'est un ordre, c'est donc les trappes cachées. Quand un ennemi qui n'est pas engagé à longue distance fait une action, avant de faire cette action, donc ça peut être les actions que peut faire l'unité, donc ça peut être une manœuvre, ça peut être une charge, ça peut être n'importe quelle action du tour, hein, même une retraite. Hein. Une retraite non, parce que il faudrait qu'il soit pas engagé, donc là ça marche pas, mais une manœuvre, une charge, une marche, donc ça marche. Hein. Donc ça marche aussi sur les unités cavalerie, hein, qui feraient leur action gratuite manœuvre, c'est quand même une action. Donc du coup, vous pouvez faire ça. Donc vous pouvez faire une des deux choses. Avec cet ordre-là, vous pouvez faire que l'unité subit un touché plus un touché pour chacun de ses rangs restants. Donc ça peut être très fort sur de la cavalerie ou surtout de l'infanterie. Et l'autre effet, c'est aussi que l'unité subit -1 pour en déplacement jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut être très bien pour empêcher une charge. Une charge, par exemple, qui serait à du 2 ou du 3+ pour réussir, vous la passez à 3 ou 4, c'est plus la même. Ça devient une chance sur 2. C'est déjà un peu embêtant. Mais principalement, vous allez quand même l'utiliser pour faire des touches gratuites, surtout en début de partie, parce que c'est quand même très très fort. L'autre effet, l'autre ordre, c'est la retraite rapide. Après qu'un ennemi a fait une action de mêlée contre cette unité fait une action de retraite, et ce qui lui permettra donc de quitter le combat, puisque comme vous avez vu par rapport à la défense du 6+, c'est pas leur point fort. Au contraire, c'est même leur petite faiblesse, même leur grosse faiblesse. Et du coup, ça va permettre de partir et de pouvoir éventuellement faire une action de tir derrière. Deuxième unité, c'est les loyalistes de la maison Karstak. Une unité de corps à corps qui est plutôt très sympathique, qui coûte 5 points aussi, donc voilà, très peu cher, qui se déplace à 5, qui tape à 4+, mais c'est quand même 7, 5 et 4, qui a une bonne capacité, une bonne armure, 4+, on va dire, 6+ pour le moral, ça reste très bon. Et en capacité, ils ont des fléaux qui leur donnent précision, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de faire sur des 6 des blessures directes, donc c'est quand même pas rien. Et l'autre chose, c'est persévérance et valeur, c'est à chaque fois que cette unité fait une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, il récupère une blessure, donc ce qui est quand même pas rien, donc ce qui donne une bonne unité de combat, de bonne résistance, ça peut tenir des bons objectifs, voilà, et puis surtout pour 5 points, c'est quand même très correct, très sympathique. Alors, la maison Karstak, les Spearmen, ils se déplacent à 5, ils attaquent au corps à corps à 4+, 7D, 7D, 4+, donc c'est quand même 4, c'est plutôt pas mal. Défense à 4+, morale à 6, donc c'est classique, ça reste comme les loyalistes de la maison Karstak en stats pratiquement de base, à part qu'ils ont 7D au lieu de 5 en deuxième rang, donc ça reste très bon. Mais alors c'est surtout ce qui est intéressant, c'est leurs deux capacités supplémentaires, leurs deux capacités qui fait le propre de cette unité. Donc c'est Bulwark Formation, donc vous pourrez traduire par formation compacte. Si cette unité n'a pas fait d'action à ce tour, elle gagne +2 à leur jet de défense. Donc ce qui est quand même très fort, parce qu'au lieu d'être du 4+ pour leur bouclier, ça passerait à du 2+, donc c'est quand même pas rien. Et l'autre chose, c'est tenir le terrain. À chaque fois qu'un ennemi fait une attaque de mêlée sur cette unité, d'accord, si cette unité est seulement engagée avec une seule, cet ennemi ne gagne pas de bonus de charge de flanc ou de derrière. Donc c'est quand même
très très fort. C'est quand même, voilà, c'est quand même pas rien. Donc c'est une très bonne unité pour tenir un objectif. Personnellement, moi je préfère les Loyalist Cartac, mais je trouve que l'unité, voilà, pour 6 points, elle est quand même très intéressante aussi. Il y a deux choses. Disons que l'autre, avec les Cartac Loyalist, vous aurez plutôt une envie de taper, d'avancer tranquille. Là, les Cartac, c'est vraiment tenir un objectif et faire en sorte de ne pas le perdre. Voilà, surtout avec l'annulation de bonus de charge qui est quand même très très fort. Attention néanmoins, si c'est déjà engagé, vous avez vu, si c'est une deuxième unité qui arrive dessus, ben, elle n'a plus de bonus. Donc ça annule l'intérêt de cette unité. Allez, on passe à la suivante. On a les épéloués de la maison Tully qui se déplacent à 4. Donc vous avez vu, là pour le coup, c'est pas leur fort, leur déplacement. Par contre, ça tape à 4+, 7D, 5 et 4. Ça défend bien puisque c'est du 3+, 6+ pour le moral, très bien. Ils ont un ordre intéressant qui est le mur de bouclier. Quand un ennemi fait une attaque de mêlée sur cette unité, après avoir lancé les jets de défense, donc vous pouvez choisir ou pas de l'utiliser. Si cette unité a été attaquée de front ou de flanc, ça bloque une touche pour chacun de ses rangs restants, donc jusqu'à 3, donc ce qui est plutôt sympathique. Et la ténacité, Bloodborne Ténacité, c'est à chaque fois que cette unité fait un test de morale, un ennemi contre lequel ils sont engagés subit une blessure. Donc c'est pas mal, c'est une unité qui coûte 6, très bien, ça a une très bonne résistance. Maintenant, voilà, je trouve que les deux précédentes me paraissent un peu plus intéressantes, même si celle-là tient bien à 3+ d'armure. Voilà, néanmoins, je la trouve moins intéressante au global, à mon sens. Maintenant elle se joue, attention, elle reste très bien. Mais je la trouve un peu moins intéressante que les deux précédentes qu'on a vues, donc les hommes aux épieux et les Loyalist Cartac. Ensuite, là on passe sur une unité là, purement offensive, c'est-à-dire que de la maison Humber, les Berserkers, ils se déplacent à 6, donc très bon déplacement, ils attaquent à 4+, 7D, 8D ou 9D, donc vous voyez, plus ils perdent de rang, plus ils tapent fort. En armure, bah, c'est pas leur fort parce que c'est des berserkers, hein, donc eux, ils s'en fichent de la défense, hein, ils vont vraiment sur l'attaque. Donc 5+ en morale, ce qui est quand même très bon. Ensuite, leur capacité, c'est qu'en attaque de mêlée, les haches berserkers, ils gagnent +1 au toucher pour chacun de leurs rangs détruits. Donc concrètement, au plus d'avoir déjà des plus de dés en plus de leur rang détruit, bah, en plus ils vont avoir plus de facilité à taper. Donc concrètement, s'ils perdent un rang, ils vont taper à 8D, mais au lieu de taper à 4+, ils vont taper à 3+. Et s'ils sont leur dernier rang, ils vont taper à 9D, mais au lieu de taper à 4, ils vont taper à 2+. Donc autant dire que ça va être très très fort. Autre capacité, un yielding, cette unité subit une blessure de moins pour leur jet de panique par rang détruit. Donc vous voyez, en plus, ils sont pas... Voilà, ils sont vraiment berserkers, c'est-à-dire que voilà, ils s'en fichent de mourir, donc c'est pour ça que les tests de panique sont moins efficaces au fil du temps sur l'unité. Donc autant dire que c'était de bonnes brutes. Alors après, vous allez me dire, ils n'ont pas de fracassés, ils n'ont pas de cruels, ils n'ont pas de vicieux, c'est la même chose. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, sur la saturation de dés, ben, vous êtes sûr qu'il y en a au moins un ou deux, voire plus, qui va passer, donc ça fait très très mal. Autre unité de la maison Humber, on passe aux grandes haches qui se déplacent à 5, donc un peu moins rapide forcément parce que c'est des armes, les armes plus lourdes que les berserkers. 5+, ils attaquent à 3+, 7D, 6D, 5D. Ils se défendent un peu mieux à 4+, morale 5+. Ils sont directement en natif en capacité de mêler la furie des exécuteurs, exécutionneur furie, avec Thundering, donc fracassé. Et en plus, l'ennemi subit un -1 à leur jet de défense pour chacun de ses rangs détruits de cette unité. Donc autant dire que s'il y a 2 rangs détruits, ben, il a -2. Donc autant dire que là, pour le coup, ça fait en plus du Thundering, donc c'est cumulable, hein, bien sûr. Donc ça peut aller jusqu'à -3 à leur jet de défense. Donc sur des unités tanky, autant vous dire que celle-là, cette unité va faire très très mal. Et un yielding, comme on l'a vu juste avant, c'est -1 blessure à leur jet de panique pour leur rang détruit. Donc vous voyez, c'est 2 unités qui, de manière agressive, sont très très fortes. Donc à vous de trouver après les combos, on va voir les autres unités de la faction, mais vous pouvez faire un mixte entre les deux, ou faire un mixte vraiment purement offensif, et vous allez voir, il y a de quoi faire, franchement, il y a de quoi faire en Stark. On continue. Alors, avec les briseurs de la maison Mormon, c'est une unité qui coûte A5, qui attaque à 3+, avec 7D, 6D, 5D,
une défense à 5, et une morale à 6+, donc assez classique. Par contre, leur attaque de mêlée, les masses et piques, ont des effets plutôt très sympathiques. Alors pourquoi? Parce que avant de lancer les dés d'attaque, vous en choisissez déjà une, et en plus, pour chacun des rangs détruits, vous en choisissez un de plus parmi coup critique, précision et relancer les dés d'attaque. Donc là, vous voyez, là pareil, très bonne unité offensive, donc vous pouvez y aller sans problème avec eux. Et Counter-Strike, contre, à chaque fois que cette unité est attaquée avec une attaque de mêlée, pour chaque raté, l'attaquant subit une touche. Donc vous voyez, c'est quand même pareil, c'est très très fort en unité, très très bien aussi pour attaquer. Et par contre, elle coûte 7, elle est un peu plus chère que ce qu'on a vu juste avant. Mais voilà, c'est l'avantage, c'est qu'en fil du temps, on va dire en milieu de fin de partie, si elle s'est fait attaquer, elle va pouvoir faire très très mal à votre adversaire, quelle que soit l'unité qu'elle a en face, ne serait-ce que parce qu'il y a critique, précision, et vous pouvez combiner les deux, hein, parce que si vous faites critique, précision, bah, ça fait une touche en plus, mais une touche en plus qui se transforme en blessure, donc ça fera 2 blessures à votre adversaire direct. Donc vous voyez, ça peut être plutôt sympathique. Ensuite, on passe à une autre unité qui est très sympa aussi de la maison Mormon, les She-Bears, donc les L-ours, on va pourrait traduire les ours femelles, on va dire. Bon, c'est pas tout à fait ça la description, hein, mais bon, voilà, on pourrait traduire ça mot à mot comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle se déplace à 5 en attaque de mêlée, c'est du 4+, 7D, 5 ou 4. 4+ d'armure, donc ce qui est très correct, plutôt bien même. 6+ d'armure, 6+ de morale, pardon, donc c'est plutôt pas mal. Elle a un ordre, un Warcry, un cri de guerre. Au début d'un tour ami, cette unité fait un test de morale. Sur un succès, vous ciblez une unité ennemie à longue distance, elle devient paniquée et invulnérable, ce qui est plutôt pas mal. Et en effet de corps à corps, eh ben, elle a 2 trucs sympathiques. Elle a le coup critique, c'est toujours intéressant, et elle gagne plus une touche directement pour chacun de ses rangs détruits. Donc là encore, c'est pas mal. Voilà, associé au coup critique, et ben c'est plutôt sympathique. Sachant que le plus un hit par rang détruit ne commence à être utilisable qu'à partir du moment où elle a perdu un rang dans cette unité. Donc au minimum, vous avez déjà le coup critique pour démarrer la partie, donc ce qui est quand même très bien. On va terminer ces unités non combattantes par les unités de cavalerie. Donc vous voyez, elle en dispose de 2. La première, c'est les Stark Outrider qui coûtent 6, qui se déplacent à 6, en attaque de mêlée 4+, 7 et 4, puisque c'est de la cavalerie, hein. On rappelle qu'il y a 2 rangs, avec des unités qui ont 3 points de vie, on va le revoir juste après. Donc 4+ d'armure et 6 de morale. Elle a un ordre retraite rapide, après qu'un ennemi a fait une attaque de mêlée sur cette unité peut faire une action de retraite. Après, comme je viens de vous dire, c'est de la cavalerie, donc 3 blessures. Ils peuvent faire une action de manœuvre gratuite en début d'activation. Et elle a une capacité, c'est embuscade pour les attaques de mêlée. Si une unité qui a été chargée avec succès sur le flanc ou le dos devient paniquée et vulnérable. Voilà, pour 6 points. Quand on va voir l'unité qui est à côté qui est à 8, c'est bien, je dirais, pour peut-être compléter une liste. Et encore, quand on voit les unités fortes qu'on a vues juste avant, voilà, je ne suis pas persuadé que cette unité de cavalerie soit vraiment très très intéressante en soi. À mon sens, il y a mieux pour 6 points dans ce qu'on a vu juste avant. La deuxième unité, c'est les cavaliers de la maison Tully. Alors là, pour le coup, c'est une unité qui coûte 8 points, mais qui les vaut largement. Alors oui, certes, c'est de la cavalerie lourde, ça se déplace à 5. Ça attaque à 3+, 6D, 4. Ça défend bien, ça a 3+, 6+ de morale, donc c'est très bien. Ça nous rappelle l'unité que c'est de la cavalerie, comme je disais tout à l'heure, 3 points de vie, ça a une manœuvre gratuite. Et surtout, en combat corps à corps, ils ont une lance, enfin ils ont des lances, qui fait qu'ils ont fracassé, et qui, si en plus quand ils chargent une unité, ils ont plus de dés par chaque rang restant. Donc en gros, s'ils sont tout neufs, et qu'ils attaquent une unité, ça va faire plus 4 dés, donc ça fera 10 dés sur l'attaque avec fracassé, donc c'est pas rien. Et en plus, l'autre effet qu'ils ont, et qui est plutôt aussi très sympathique, c'est de faire que toutes les unités qui sont à courte distance 2 gagnent plus 1 à leur jet de morale, donc ce qui est toujours intéressant et bon à prendre.
Donc voilà, on arrive à la fin de ces unités combattantes. Donc comme pour terminer, donc les cavaliers Tully, très bonne troupe, c'est 8 points, vous allez me dire c'est un peu cher, mais ça les vaut largement. Après, à voir dans quelle composition vous voulez les mettre, bien sûr. Voilà, donc comme je disais, les unités combattantes, on vient de les voir, donc il y a de quoi faire. Il y a des choix à faire aussi, tactiques, stratégiques, en termes de construction de liste. Mais vous allez voir, tout ça va arriver, vous allez pouvoir faire vos choix avec les commandants et surtout les cartes factions qu'on va faire juste après. Alors les cartes de la maison Stark, les cartes de faction, qu'est-ce que ça nous propose de beau? Alors, vous allez voir, il y a 7 cartes. 7 cartes, toutes intéressantes à mon sens. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Alors la première, c'est Winter Smite, donc la puissance de l'hiver. Quand une unité amie fait une action de mêlée, avant de lancer les dés, l'attaque gagne Thundering, donc fracassé. Si cette unité a seulement un rang restant, elle peut relancer ses jets d'attaque. Et si en plus vous contrôlez les épées, cette attaque prendra automatiquement l'attaque la plus haute possible. Donc ça, c'est quoi qu'il arrive, c'est très bon d'avoir Thundering. Voilà, bon après vous avez vu, il y a quelques unités qui l'ont déjà native dans les unités combattantes, hein, comme on vient de le voir juste avant. Mais il n'empêche, gagner Thundering, ça peut être toujours sympathique à prendre. Et puis si vous êtes dans les deux conditions, c'est-à-dire un rang restant ou une épée, bah, c'est toujours un plus intéressant à prendre. Ensuite, Winter is coming, l'hiver arrive. Pareil, quand une unité fait une action de charge, par contre, et avant de lancer la distance de charge, lancer le dé distance de charge, les ennemis qui sont chargés avec succès par cette unité ne pourront pas être la cible d'ordre de tactique pendant ce tour. Donc ça, pour le coup, c'est très très fort. Alors après, vous allez me dire, ça dépend aussi des factions contre lesquelles vous jouez, mais il n'empêche, souvent, il y a des cartes de position, de défense ou de protection voilà, qui peuvent être joués contre vous à ce moment-là, bah là, du coup, vous bloquez pas mal l'adversaire. Donc, je prends un exemple, les Lannister, par exemple, ou même la Nightwatch, hein, voilà. Après, il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais qui ont pas mal de cartes de défense. Enfin, après, ça dépend bien sûr des généraux, mais voilà, qui ont des cartes natives dans leur faction. Donc, ça permet d'empêcher de jouer ces cartes-là, et donc ça peut faire toute la différence. Notamment, par exemple, on parlait juste avant dans les unités des cavaliers de la maison Tully, ben, vous faites 10 attaques avec Thundering, et ben, 10 dés d'attaque avec Thundering, ben, vous imaginez, l'autre ne peut rien faire, il avait prévu de se protéger un petit peu, ben, dit, bah, non, pas d'ordre, pas de tactique, et ben voilà, donc il va prendre ses dés à plein, donc c'est quand même pas rien. Autre effet de la carte, c'est si vous contrôlez la cavalerie sur le plateau diplomatique, cette unité peut relancer le jet de distance de charge, donc ce qui est plutôt pas mal non plus. Carte suivante, le Nord se souvient au début d'un tour, n'importe lequel, donc ça peut être aussi bien chez vous que chez votre adversaire. Hein. Vous choisissez une unité amie et vous lui attaquez cette carte jusqu'à la fin de la partie. Quand une unité infanterie ou cavalerie est détruite, donc ça ne marque pas sur les monstres, vous mettez un ordre token sur cette carte. Quand cette carte a un token, cette unité attachée attaque toujours avec le plus de dés possible, et si vous contrôlez les épées, vous considérez comme avoir 6 pour les distances de charge. Donc c'est plutôt très sympathique aussi. Donc là pour le coup c'est intéressant. Alors voilà, ça peut être une bonne combo sur certaines unités, mais ça vous verrez à l'usage. Ensuite, vous avez Swift reposition, donc repositionnement agile. Au début d'un tour, ciblez une unité amie qui shift de 2, et si vous contrôlez la cavalerie, c'est une unité qui manœuvre de 3. Donc là, c'est quelque chose qui existe aussi chez les Targaryens, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc ça c'est toujours utile, voilà, pour se positionner, pour bien préparer une charge notamment. Voilà, puisque vous avez vu, les archers Stark, c'est pas le point fort de la faction, mais bon, voilà, ça reste une bonne carte pour préparer les mouvements, les attaques suivantes. Ensuite, la férocité du Nord. Quand une unité fait une attaque de mêlée avant de lancer les dés, l'attaque gagne vicieux, donc c'est toujours bien. Et si cette unité a un rang restant et que le défenseur rate son jet de panique,
il subit plus de blessures, et si vous contrôlez les épées, le défenseur devient en plus paniqué. Donc c'est un combo avec vicieux, plus de blessures si on rate le jet, et en plus paniqué, donc ça permet de relancer les dés du jet de panique. Donc autant dire que ça peut faire très très mal à votre adversaire. Voilà, mais c'est quelque chose qui se prépare. Alors vous voyez, si on regarde déjà ces 4 premières cartes, sans voir les 2 suivantes, vous verrez, c'est un peu la même chose. Le contrôle des zones épée et cavalerie sur le tableau diplomatique sont très très importants pour les Stark, pour avoir les effets supplémentaires. Donc sachez-le, quand vous jouez Stark, ce sera les deux à prendre impérativement, enfin le plus souvent sur le tableau diplomatique, pour utiliser à fond vos cartes de faction. Ensuite, Devastating Impact, impact dévastateur, c'est quand une unité ennemie fait une charge. Avant de lancer les actions de la distance de charge, les ennemis qui sont chargés avec succès contre cet ennemi sont paniqués et vulnérables. Et si en plus vous contrôlerez la cavalerie, vous pouvez relancer le jet de distance. Donc c'est le jet de distance de charge. Donc, pareil, c'est une très bonne carte, voilà, notamment avec la cavalerie Tully si vous la jouez. Ensuite, dernière carte de la faction, quand un ami NCU prend possession d'une zone sur le tableau diplomatique, vous pouvez remplacer par une unité amie combat fait une action de combat, ou si le NCU prend l'épée, l'unité de combat peut, à la place de faire juste une action de mêlée, peut faire une action de charge. Donc vous voyez, vraiment que de la brutasse, hein, les cartes de faction, que pour taper, que pour aller sur l'adversaire. Donc vous voyez, il y a quand même des choses très très bien en cartes de faction pour la faction Stark. Allez, on a vu tout ça, donc voilà, très bien. Maintenant, je vous propose de passer à la suite. Allez, on va voir maintenant les généraux et leurs cartes tactiques associées. On va commencer par Brynden Tully, qui existe en version cavalier et infanterie. On va commencer par la partie, l'unité cavalerie, qui dispose d'un ordre qui est sentinelle. Quand une unité amie est ciblée à longue distance, ciblée et est attaquée à longue distance après que l'action soit faite, vous pouvez faire une action de charge ou de manœuvre. Si c'est une action de charge, vous devez cibler bien sûr l'attaquant de votre unité amie. Deuxième capacité de ce commandant, c'est Elusive Escape, c'est-à-dire que vous pouvez relancer vos jets de distance de retraite, et deuxième effet qui se coule, comme on dit, c'est que cette unité qui a été désengagée ne peut pas faire de pivot, comme c'est normalement le cas si c'était une retraite en mêlée classique, donc ne peut pas faire de pivot et devient affaiblie, donc c'est plutôt sympathique. Alors, ensuite, on va regarder les 3 cartes. Donc la première, c'est Marshall. C'est quand une unité amie de cavalerie n'a pas été engagée, et quand elle s'active, par tour, si cette unité voudrait faire une action de manœuvre, donc valable pour l'action de manœuvre gratuite, notamment, au lieu de faire cette action, elles peuvent récupérer 3 points de vie et enlever un token de condition, c'est-à-dire affaibli, vulnérable ou paniqué. Vous pouvez l'enlever, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, Rising Dome, donc mettez-les à terre. Quand une unité ennemie finit une action de manœuvre, de marche ou de retraite, vous ciblez une unité amie cavalerie qui est à longue distance d'elle, et vous pouvez faire une action de charge sur cet ennemi. Vous faites l'action de charge. Si l'action de charge est une réussite, au lieu de faire une action de mêlée, l'ennemi est paniqué et subit 2 touches par chaque rang restant dans cette unité. Donc c'est une façon aussi d'aller au corps à corps très vite sans activer l'unité en question, l'unité de cavalerie. Donc ça peut être très bien. Attention, ça reste situationnel, c'est plutôt bien pour terminer une unité. Après, bien sûr, en fonction des situations de jeu, vous pouvez le faire, il n'y aura pas le choix. Mais néanmoins, quand on regarde par exemple la cavalerie Tully, c'est bien quand ça charge et d'avoir 10 dés et Thundering. Donc là, c'est 2 touches. Donc si c'est une unité très tanky, 2 touches par rang restant. Donc 2 touches si c'est une unité qui est très tanky, comme je disais. Il y a des fois peu de chances que ça fasse vraiment très mal à l'unité. Mais en revanche, ça permet, comme je disais, aussi de se mettre en mêlée directement sur l'unité, de l'engager. Et donc c'est plutôt très sympathique, mais à mon sens assez situationnel. Mais bon, comme je disais aussi,
des fois la situation fait qu'il n'y aura pas le choix de le faire. Dernière carte de ce commandant, c'est Ride by l'Attaque. Quand une unité amie cavalerie choisit son action et avant de faire cette action, en fait, ça revient à la même activation, une carte similaire à c'est les Targaryens et qui fait très mal d'ailleurs. Au lieu de faire l'action choisie, vous pouvez faire pivoter et faire une action de marche, même si c'est engagé, donc vous pouvez passer à travers complètement. Et après avoir fait cette action de marche, un ennemi à laquelle vous êtes passé à travers subit une blessure plus une blessure pour chacun de ses rangs restants, donc ça peut faire très très mal. Donc c'est à la place d'une action, bien sûr, donc c'est une activation d'unité, mais il n'empêche que ça peut faire très mal, donc c'est très bien. Là, à l'inverse de la carte précédente, si c'est une unité très tranquille, vous êtes sûr de lui faire mal. Voilà, donc si vous passez à travers une unité d'infanterie qui a plein rang, eh bien elle prendra 4 blessures, donc c'est pratiquement un rang d'éliminé, enfin c'est un rang d'éliminé. Et sur une unité de cavalerie, vous fait faire perdre directement une figurine directe. Donc vous voyez, c'est quand même pareil. Voilà pour la version cavalerie. On passe à la version infanterie, Brilliant Tully version infanterie. Donc lui, il a comme capacité, donc c'est une unité de la maison Tully, ça c'est logique. Il a plus 2 à ses jets de morale, donc c'est plutôt très fort. Et ensuite, il a également tenir le terrain à chaque fois qu'une unité ennemie fait une action de mêlée contre cette unité. Et si cette unité est seulement engagée avec une seule adversaire, cette unité ne bénéficie pas des bonus de charge de flanc ou de dos. Donc ça reste plutôt sympathique. Voilà, en soi c'est plutôt bien. Les 2 jets de morale protègent bien des tests de panique. Maintenant en soi, là, voilà, si on regarde purement, simplement en termes, si on s'arrête juste à ça, c'est pas forcément le général que je choisirais. Maintenant on va regarder les cartes. Refuse to yell, donc refuser de crier, de paniquer, ce qu'on veut dire. Donc après qu'une unité amie a passé un test de panique, tous les ennemis engagés avec cette unité deviennent vulnérables. Attachez cette carte à cette unité jusqu'à ce qu'elle rate un jet de panique. Et tant que cette carte est attachée, à chaque fois que cette unité passe un test de panique, tous les ennemis engagés avec cette unité deviennent vulnérables. Si cette carte est attachée à une carte de la maison Tully, une unité de la maison Tully, elle gagne plus 1 à ses jets de panique. Donc si vous l'attachez par exemple à l'unité de votre commandant, ça deviendrait plus 3 au jet de panique, donc ce qui est plutôt pas mal, et en plus rendre vulnérable votre adversaire. Donc ça reste pas mal. À mon sens, c'est quand même assez situationnel, parce qu'on regarde bien les combats en général, ça peut durer, mais souvent l'unité en face ou autre, il y en a une des deux qui va battre en retraite ou qui va bouger, donc ça reste quand même assez situationnel, très fort, mais situationnel à utiliser. Ensuite, deuxième carte, préparer la charge, set for charge, quand une unité amie réussit une action de charge, et avant que l'attaquant fasse l'action de charge, avant de faire l'action de mêlée, si cette unité n'est pas engagée avec un autre ennemi et que vous l'avez chargé de front ou de flanc, vous faites une action de mêlée sur l'attaquant avant que l'attaquant ne fasse une action de mêlée. Donc c'est l'inverse de ce que j'ai dit, c'est quand une unité a été chargée, amie a été chargée, vous pouvez faire une action de mêlée avant, si ça a été chargé de front ou de flanc. Donc c'est un peu, c'est pas si mal, c'est situationnel, mais ça arrivera forcément en partie généralement. Donc c'est plutôt sympa. Encore faut-il avoir cette carte dans la main. Ensuite un Warcry. Vous sélectionnez une action, une unité de combat amie, quand elle s'active, vous faites un jet de morale et sur un succès, une unité ennemie qui est à longue distance devient paniquée et vulnérable. Donc somme toute 3 cartes intéressantes. Maintenant, est-ce que ça justifie de prendre Brilliant Tully en commandant? Je le trouve un peu léger à mon sens par rapport aux autres commandants que vous verrez après. Voilà. On continue. Alors on voit maintenant les 2 généraux qui suivent, donc Eddard Stark et Grenjon Humber. Pour moi, 2 généraux très intéressants pour la faction Stark. Et d'ailleurs, Eddard Stark est certainement celui que vous verrez le plus souvent en face de vous si vous jouez contre du Stark. Alors, pourquoi ces 2 généraux sont intéressants? On va commencer par Eddard Stark, qui a en natif le Rallying Cry, le cri de ralliement. À chaque fois que cette unité fait une action de mêlée avant de lancer les jets d'attaque, vous ciblez une unité amie qui se trouve à longue distance, elle se soigne de 2 blessures, donc ce qui est quand même très, très bien. Et ensuite, résolution de fer, Iron Resolve, cette unité gagne plus 1 au jet de panique et subit moins 1 de blessure
au jet de panique raté, donc ce qui est quand même deux effets sympathiques. Après, on va passer aux cartes. On a la Northern Défiance, donc la défiance du Nord. Quand une unité amie fait un jet de panique, et après que les jets soient lancés, vous pouvez relancer n'importe quel dé de ce test. Et si en plus elles sont à courte distance de Eddard Stark, elles passent leur test directement. Et si en plus ça ciblait l'unité d'Eddard Stark, une unité ennemie avec laquelle elles sont engagées subit une blessure, plus une blessure par chacun des rangs, détruits de l'unité. Donc ce qui est quand même très sympa. Ensuite, deuxième carte, c'est suivre par l'exemple, diriger par l'exemple. Après, donc premier effet de la carte, après que l'unité d'Edgar ait fait une attaque de mêlée, vous lui attachez cette carte à une autre unité amie qui se trouve à longue distance jusqu'à la fin de ce round. Et tant que c'est attaché, cette unité gagne plus 2 à leur jet de morale et gagne plus 1 à leur jet de toucher pour leur jet d'attaque de mêlée, donc ce qui est plutôt pas mal. Ou sinon, ça vous permet de piocher une carte d'action tactique. Donc, une carte quand même assez situationnelle, mais qui ne vous bloque pas, parce que si jamais vous pouvez, il n'y a pas d'intérêt à jouer cette carte, et bien vous pouvez l'utiliser pour piocher une autre carte tactique et faire cycler votre deck et tomber sur une carte plus intéressante. Troisième carte, la Fureur des Fury for the Fallen, Fureur pour les tomber. Après qu'un ennemi fait une action de mêlée, vous pouvez cibler l'unité d'Edgar et vous pouvez faire une action d'attaque ou de charge. Et si le défenseur a été détruit, l'unité d'Edgar peut relancer ses jets d'attaque et ses jets de distance de charge. Voilà. Et par contre, contrairement à d'autres cartes qu'on a vues juste avant, il n'y a pas nécessité de charger forcément l'unité qui a été attaquée. Enfin, l'unité ennemie qui a attaqué votre unité. Donc c'est plutôt très sympa. À condition bien sûr que votre unité d'Edgar soit encore disponible et n'ait pas été ciblée par votre ennemi, bien sûr. Et sinon, comme la carte précédente, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'utilité de l'utiliser, autant l'utiliser pour piocher une carte tactique de plus et faire cycler votre deck. Voilà. Mais bon, ça reste quand même 3 cartes intéressantes, donc là, en l'occurrence, moi je vous conseille d'utiliser l'unité d'Edgar avec ce qu'on a vu dans les unités combattantes, c'est-à-dire la garde d'honneur d'Edgar, parce que c'est là où ce sera le plus utile en général. Donc voilà, à voir dans vos compositions, mais voilà, un général que j'aime beaucoup pour la faction Stark. Autre général, comme je disais tout à l'heure, que j'aimais beaucoup, c'est le Gretchen Humber. Alors pourquoi? Parce que lui, il a déjà un ordre qui est Overrun. C'est quand cette unité fait une percée, en lieu de faire une percée, vous pouvez faire une action de charge, donc ce qui est plutôt pas mal. Et comme vous avez pu voir tout à l'heure dans les unités combattantes, les unités Humber, ça tape fort, très très fort. Donc c'est effectivement plutôt eux qui vont être à même en plus de passer à travers et de détruire les unités. Alors, autre chose, c'est le Reckless Héroïsme, c'est un ordre. Quand cette unité fait une action de charge, avant de faire résoudre l'action, cette unité peut subir jusqu'à D3 blessures, et au lieu de faire une charge, de lancer les dés, vous faites comme si vous aviez un 6. Donc c'est super combo avec les unités Humber, puisque comme vous avez vu, si elles perdent des rangs, elles tapent encore plus fort. Donc, voilà. Et bien sûr, cette unité devient une maison... cette unité devient une carte de la maison Humber. Donc là, pour le coup, vous voyez, je les mettrais bien dans les bruisers ou dans les chibires combinés et pour la transformer en maison Humber, et là, pour le coup, être encore plus fort. Donc vous voyez, il y a des combos à faire avec ce général qui est plutôt sympa, d'autant plus si on voit les cartes. On va commencer avec la stand comme première carte tactique. Quand une unité amie a été détruite, avant d'enlever cette unité, vous pouvez faire une action de mêlée avec la meilleure jet d'attaque value possible. Alors attention, vous avez vu dans les unités Humber, vous avez 7 et 8 sur une si je me souviens bien. Donc vous pouvez très bien choisir de passer à 9 directement de dés, puisque c'est la plus avantageuse, la plus haute valeur d'attaque. Donc voilà. Et si en plus vous ciblez une unité de la maison Humber, vous pouvez relancer les jets d'attaque. Donc vous voyez, ça peut faire très très mal. Ensuite, deuxième carte, les tactiques Berserker Tactics. Quand une unité amie
unité amie et fait une action de mêlée après avoir lancé les jets d'attaque. Si cette cible, vous ciblez une unité de la maison Amber, hein, un peu comme tout à l'heure, l'unité défenseur devient paniquée. Et cette unité peut subir jusqu'à 3 blessures. Si vous subissez autant de blessures, cette attaque gagne plus 1. Et cette attaque fait plus 1 plus les blessures que vous êtes subies. Donc en gros, si vous êtes auto-subi 3 blessures, eh bien vous faites 4 blessures automatiques à l'unité en face. Donc autant dire que ça fait très bon et c'est encore une fois une très bonne combo avec les unités Ember. Dernière chose, lash out. Quand une unité ennemie fait une action de mêlée, si l'unité défenseur n'a pas été détruite, l'attaquant subit 2 blessures pour chacun des rangs détruits du défenseur. Donc là encore, bonne combo avec la maison Ember. Et si en plus l'unité ciblée était une unité de la maison Ember, l'attaquant devient alors paniqué. Donc vous voyez, 3 bonnes cartes. Donc si vous êtes une combo très offensive, vous voyez que ce général, il fait quand même pas mal le café. Allez, on va continuer ensuite. Pour les généraux suivants, on passe à Holland Reed et Mage Mormon qui sont plutôt très sympas aussi. Alors, Holland Reed, pour commencer par lui, donc piéton également, commandant piéton, il a un ordre supérieur flanking, donc attaque de flanc supérieure. Quand une unité amie à longue distance fait une attaque, avant de lancer ses dés, si l'attaque sur le défenseur et se fait de flanc ou de dos, l'attaquant devient paniqué et vulnérable. Situationnel mais très intéressant quand même. L'unité devient bien sûr une Kragnogan unité, donc ça c'est logique. Et Disrupt, ça c'est plutôt bien. Les unités engagées contre cette unité, on subissent -1 au toucher. Donc ça c'est plutôt sympathique. Ensuite, parmi les cartes tactiques, on a Bog Devil embuscade du Bog, voilà, l'embuscade du démon des marais. Lorsqu'une unité ennemie s'active, vous pouvez choisir un des deux parmi les deux. Donc la première, c'est une unité ennemie est à longue distance, unité amie Kragnogan, Cette unité devient affaiblie, toujours intéressant. Et l'autre capacité, situationnelle mais intéressante aussi, si vous suivez une unité non activée Kragnogan qui se trouve à longue distance, et elle peut faire une attaque à distance contre 7 ennemis. C'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, les deuxièmes cartes, les trappes Kranog. Quand une unité ennemie s'active, si cet ennemi est à longue distance d'unité amie Kragnogan, elle subit -1 à son déplacement. Et vous pouvez cibler un terrain, une pièce de terrain, donc un élément de terrain que vous avez mis. Et jusqu'à la fin de ce round, cette unité se traite ce terrain comme étant dangereux. Donc on va dire se prendre de mémoire, c'est un D3 plus 1 blessure de mémoire quand vous passez comme les épieux en fait en élément de terrain. Donc c'est plutôt pas mal. Donc alors attention, vous pouvez le faire sur un terrain, mais comme ça se fait au moment où l'unité s'active, l'unité peut très bien, l'adversaire, même si elle a -1 en déplacement, peut très bien décider de changer son mouvement si vous avez rendu dangereux un terrain qui est en face d'elle ou à côté d'elle. Voilà, donc du coup ça peut bloquer votre adversaire. Donc c'est plutôt sympa comme capacité, très situationnelle néanmoins, donc avoir l'utilité en partie. Ensuite, The Threat Unseen, donc la menace voilée ou cachée, on va voir comment on peut traduire ça. Alors, au début d'un tour, vous ciblez une unité combattante ennemie. Si cette unité qui n'est pas engagée et qui est à longue distance, une unité qui n'est pas engagée avec elle, non engagée, Kragnogan, donc unité qui se trouve à longue distance de cet ennemi, mais qui est à ligne de vue, décidément j'ai un peu de mal aujourd'hui, cette unité devient paniquée et ensuite ils subissent un test de panique. Là encore très situationnel. Très situationnel. Donc voilà au global Holland Reed, qui somme toute peut être un bon général, je le trouve assez moyen par rapport à ce qu'on a vu juste avant. On va passer à un autre général que là j'aime pas mal aussi, que je trouve intéressant. Il y a probablement pas mal de choses à faire avec ce général, donc c'est Mage Mormon, unité pareille d'infanterie, qui fait que cette unité devient, l'unité sur laquelle vous l'attachez devient unité Mormon, donc
souvent en valeur d'unité, vous avez vu souvent les généraux qui donnent un trait de maison aux unités dans lesquelles ils s'attachent. Là, généralement, vous allez le faire sur d'autres unités de la maison pour bénéficier à plein des cartes tactiques de la maison en concernée. Alors, elle fait quoi? Elle a blessure de bataille, enfin battle scar, donc plutôt voilà. Ouais. Donc alors ça fait battle scar, ça fait qu'après que cette unité a été attaquée, vous mettez un ordre token vous mettez un jeton d'ordre sur Maege, et l'unité de mêlée de l'unité de Maege gagne des bonus en fonction du nombre de tokens qu'elle a sur elle. Si elle en a qu'un, elle gagne vicieux. Si elle en a deux, bien sûr c'est cumulable. Si elle en a deux, elle gagne fracassé, Thundering. Et si elle en a trois ou plus, et ben les jets d'attaque de l'unité sont toujours sur la valeur la plus haute de l'unité, et elle peut relancer ses jets d'attaque. Donc, ce qui est quand même très très bien. Ensuite, en carte tactique, elle a Air Withstand, donc assez classique. Quand une unité ennemie devrait être détruite, vous lui attachez cette carte jusqu'à la fin du round. Et quand cette carte est détruite, donc à la fin complète du round, vous détruisez cette unité. Par contre, tant que c'est attaché, à chaque fois que cette unité devrait être détruite, vous faites un jet de morale, et sur un succès, il n'est pas détruit mais reste en jeu avec une blessure restante. Et si c'est une unité de la maison Mormon, la première fois qu'elle fait ce test, elle gagne +2 à son jet de morale. Donc une carte somme toute très situationnelle qui peut permettre de durer, qui est surtout, vous allez l'utiliser principalement, même quasiment tout le temps, sur une unité qui n'aura pas été activée, justement pour bénéficier à plein d'unités, de ne pas perdre une activation d'unité dans le tour, donc pas perdre un avantage stratégique de pouvoir jouer l'unité. Donc voilà, donc assez situationnel comme carte quand même. Ensuite, Sustain Assaut fait que quand une unité amie fait une action de mêlée avant de lancer les jets d'attaque, si vous avez commencé le tour engagé contre le défenseur, vous lancez la valeur la plus haute de dés de votre unité, et si l'unité défenseur avait plus de rang que vous, le défenseur devient vulnérable. Donc une carte intéressante, là encore quand même très situationnelle. Et enfin le support of Beer Island, le support de l'île de l'ours. Au début d'un tour allié, vous ciblez une unité de combat amie. Elle peut subir jusqu'à 3 blessures, et vous pouvez soigner de 1 plus le nombre de blessures choisi au départ à une unité qui est à longue distance d'elle. Et si en plus ça cible une unité de la maison Mormon, vous pouvez aussi cibler une unité engagée avec cette unité et la faire affaiblie. Donc un général qui, somme toute, par la capacité du général, est très intéressant par les battle cards, mais en revanche, au niveau des cartes tactiques, vous voyez quand même très situationnel. Alors vous aurez probablement la possibilité d'utiliser une ou deux des cartes, voire les 3 en partie, mais c'est quand même très situationnel comme condition d'effet et comme intérêt de partie. Donc, général qui, comme je disais, au niveau des capacités est intéressante, au niveau des cartes tactiques, l'est quand même un peu moins, à mon sens, surtout par rapport à ce qu'on a vu juste avant, par rapport aux deux généraux qui sont Eddard Stark et Humber John. Donc voilà, je l'écorche certainement, mais en tout cas, ces deux généraux-là me font plus d'effet que pour l'instant ce qu'on a vu en généraux Stark. On continue avec Ricard Karstark et Robb Stark. Alors, deux unités, bien sûr, deux généraux d'infanterie. On va commencer par Ricard Karstark. Alors lui, donc il fait une unité affiliée, attachée, devient une unité de la maison Karstark. En nombre supérieur, l'attaque de mêlée, les unités de l'attaque de mêlée faites par cette unité peuvent être relancées quand ils attaquent des ennemis qui ont moins de rangs restants. Donc, constitution situationnelle, mais intéressante quand même. Voilà. Et l'autre chose, Fuel de Byslaughter, après que cette unité ait fait une action d'attaque, si le défenseur a subi une blessure, cette unité se récupère une blessure, plus une blessure pour chacun des rangs détruits de l'adversaire. Donc si vous avez détruit un rang, concrètement vous soignez 2 blessures pour une attaque, donc c'est quand même plutôt sympathique comme capacité de général. Ensuite on passe aux cartes, on va commencer par le Taunt.
Quand une unité ennemie de combat s'active, vous pouvez cibler une unité amie qui se trouve à courte distance. Et si cet ennemi peut charger cette unité, vous faites un jet de morale à -1 par en restant de cette unité. Et sur un raté, cette unité fait une action de charge sur cette unité. Et si cette unité a ciblé une unité de la maison Karstark, cet ennemi devient aussi affaibli. Voilà. Donc c'est sympathique. Alors attention, ne le faites pas trop. Je vous déconseille de le faire sur l'unité cavalerie, puisque l'unité cavalerie aura le choix, avant de faire son unité de manœuvre gratuite, de se mettre hors de portée, et donc du coup la carte n'aura plus d'effet. Ensuite, A Need for Vengeance fait la chose suivante: au début d'un tour, n'importe lequel, donc aussi bien vous que chez votre adversaire, vous ciblez une unité de combat amie. Cette unité fait une action d'attaque. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est au début d'un tour, l'autre avant qu'il fasse quelque chose, sauf s'il a des actions à faire avant vous, bien sûr. Vous pouvez faire l'action d'attaque, et si ça cible une action, une unité de la maison Karstark, vous gagnez +1 au toucher. Et après avoir fait cette attaque, votre adversaire peut activer un NCU, donc une unité de combattant ennemi. C'est pas mal, mais ça peut être, c'est quand même sympathique comme carte. Ça peut faire très mal à votre adversaire si c'est bien utilisé. Ensuite, la rétribution Karstark, quand une unité ennemie fait une attaque. Alors, attention, ça marche aussi bien sur les attaques de mêlée que les attaques de distance. Là, c'est même pas précisé. Avant de lancer les dés d'attaque, si cette attaque cible une unité de la maison Karstark, vous pouvez lui attacher cette carte à l'ennemi jusqu'à la fin de la partie. Sinon, si ce n'était pas une unité de la maison Karstark qui était visée, vous lui attachez jusqu'à la fin du tour, simplement. Là, en l'occurrence, ce ne serait pas forcément intéressant. Hein. Si vous avez pris en général, vous allez plutôt optimiser cette carte. Mais par contre, tant que cette carte est attachée à l'unité ennemie, à chaque fois qu'elle fera, à chaque fois qu'elle aura fait une action d'attaque, ils deviendront vulnérables. Et à chaque fois qu'un rang de cette unité a été détruite, donc l'unité sur laquelle vous avez attaché la carte, l'unité engagée contre elle va pouvoir récupérer 2 blessures. Donc c'est plutôt sympa pour couvrir un petit peu l'unité attaquante de votre adversaire. Donc en général, qui sont toutes plutôt sympathiques, mais encore une fois, je préfère les 2 généraux qu'on a vu encore. Alors je m'excuse, hein, je fais beaucoup d'intérêt sur les 2 généraux qu'on a vus tout à l'heure, mais pour moi, à mon sens, ils sont plus intéressants que ce qu'on voit jusqu'à présent. Robb Stark, général aussi, c'est ordre tactique, repositionnement tactique. Au début d'un tour, donc c'est un ordre, vous ciblez une unité amie qui est à courte distance, et elle peut faire un shift de 3. Donc c'est plutôt pratique et pour préparer les actions suivantes. Et ensuite, l'action qu'il a en actif, donc tout le temps, regroupe après avoir fait une action de retraite. Cette unité se soigne de 2 blessures plus une blessure par chaque rang détruit. Donc c'est plutôt très sympathique aussi, et ça donne une capacité de résistance intéressante. Ensuite, en première carte, on a le positionnement supérieur positioning. Quand une unité ennemie fait une charge, et avant de résoudre cette action, si cet ennemi charge une unité qui était de front, la charge est ratée en fait sur du 3 ou moins, et si c'est raté, ils deviennent aussi vulnérables. Donc c'est plutôt, là pour le coup, c'est une carte qui est plutôt sympathique à faire. Voilà, c'est surtout que le jet est raté à partir de 3 ou moins, donc ça lui donne un malus sur la charge qui est quand même pas négligeable. Voilà. Ensuite, retraite soudaine. Après qu'un ennemi ait fait une action d'attaque, vous ciblez le défenseur. Ce défenseur peut faire une action de retraite gratuite, Et si en plus ça a ciblé l'unité de Robb Stark, il peut relancer ses jets de distance de retraite. Donc c'est plutôt pas mal. Et une bonne combo avec le général, puisque vous avez vu tout à l'heure avec Regroupe, donc quand il fait une action de retraite, et comme ce n'est pas un ordre, c'est tout le temps, donc ça permettra de se soigner encore plus derrière. Et ça n'empêche pas lui de faire une charge s'il n'a pas été activé derrière. Parce que l'action de retraite, ça sert à ça, à faire une retraite, mais de pouvoir après refaire une charge derrière à son tour, ou lorsque l'unité pourra s'activer.
Troisième carte, hit and run, après qu'une unité amie a fait une action de mêlée, si cette unité a commencé son tour engagé avec le défenseur, elles peuvent faire une action de retraite. Donc là encore, boum, tout est basé sur la retraite, donc ça peut être pas mal, hein. Notamment si, je pense, je parlais des cavaliers Tully tout à l'heure, les cavaliers Tully qui ont pleine possession, qui font vraiment mal lorsqu'ils sont en charge, et bien là, clairement, même si vous ne ciblez pas les actions de Robb Stark, et ben vous voyez, là vous mettez à plein, vous les faites repartir, ils chargent, ils attaquent à plein, et là vous pouvez utiliser des bonus de leur charge. Donc vous voyez, c'est intéressant. Et là encore, si vous ciblez, donc pour finir la carte, si vous ciblez l'unité de Robb Stark, une unité qui est désengagée devient affaiblie. Donc là pour le coup, c'est un général qui, à mon sens, est intéressant aussi, qui est qui est pas dans l'optique de vraiment bourriner, mais qui est dans l'optique de tenir. Donc sur les scénarios de prise d'objectifs et de tenir les objectifs, c'est, je pense, un bon général. Voilà, on va passer au dernier. Le dernier, pour finir, Roderick Cassel, donc en infanterie, qui a un ordre cibler la cible, marque target. Vous ciblez un ennemi qui se trouve à longue distance et ils deviennent vulnérables. Donc ça, vous avez assez souvent, un ordre qui est, on va dire, assez classique maintenant dans Game of Thrones, dans ce jeu de figurines, mais qui est quand même pratique. Mettre vulnérable à une unité, c'est quand même pas rien, et ça fait très mal. Ensuite, lui, là, en natif, que ce soit pour les attaques de corps à corps ou de distance, donc là, c'est plutôt pas mal. À chaque fois que cette unité attaque, s'ils sont à plein rang, eh bien, ils gagnent plus 1 dé d'attaque, et sinon, ils gagnent plus 1 dé d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Alors, comme vous avez vu voir, les attaques de distance, c'est pas forcément le point fort des Stark, mais voilà. Mais en tout cas, ça peut être sympathique de le mettre dans une unité plutôt corps à corps, hein, puisque vous avez la faction, c'est plutôt d'une unité de corps à corps. Ensuite, dans les cartes tactiques, combat prouesse, donc prouesse au coup de combat, quand un ennemi est ciblé par une habilité ou une carte tactique, vous pouvez enlever un jeton condition de cet ennemi, donc ça peut être vulnérable, paniqué, affaibli. Si vous le faites, vous annulez l'effet de la carte ou de l'effet de l'habilité ou de la carte, donc c'est plutôt très bien. Autre effet de la carte, vous pouvez aussi au début d'un tour, vous ciblez un ennemi, une unité amie de combat qui est engagée, vous pouvez lui enlever le jeton de condition. Donc pareil, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est plutôt, là pour le coup, c'est plutôt très sympa, c'est pratique. Ensuite, supériorité martiale, quand un ennemi fait une attaque de mêlée avant de lancer les dés, vous pouvez enlever un jeton vulnérable de l'attaquant, et si vous le faites, l'attaquant subit -1 au toucher et subit une touche pour chaque raté. Donc c'est pas mal. Alors là pour le coup, je le déconseille de le faire sur une charge. Parce que conseille de le faire sur une charge parce que tout simplement si vous quoique si parce qu'il peut relancer les dés, vous allez me dire, donc dans les deux cas c'est non, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est une bonne attaque de mêlée, c'est une bonne carte quoi qu'il arrive. Ensuite, donc décidément, j'ai un peu de mal sur cette analyse de la maison. Je reviens sur pas mal de choses, mais bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Hein. C'est une analyse, j'espère, le plus exhaustif. Et puis, comme vous, même si j'ai préparé cette vidéo, il y a quand même des choses qui ressortent au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des cartes qui, au départ, ne paraissent pas forcément extraordinaires et qui au final se révèlent plus intéressantes qu'il n'y paraît, et ça c'est plutôt pratique, et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos là d'analyse de faction. Ça peut aussi pour vous permettre surtout si vous avez l'intention de jouer la maison Stark, de vous donner des idées et des combos que moi peut-être je ne vois pas même directement là, hein. Mais en tout cas vous donner quelques effets et tricks comme on dit en jeu pour jouer cette faction. Dernière carte du général, c'est presser l'avantage. Quand une unité amie fait une attaque, et avant de lancer les dés d'attaque, si le défenseur était paniqué, vous lancez l'attaque la plus haute en valeur et si le défenseur est vulnérable, l'attaque gagne +1 au toucher, et si le défenseur était affaibli, elle perd toutes ses habilités, il ne peut pas être la cible de cartes tactiques jusqu'à la fin du tour.
En général, somme toute, est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, donc, sur ce que j'ai dit, sur ce qu'on a vu, j'en vois 4 se détacher. Donc, les deux que je vous ai dit. Le dernier général précédent qu'on a vu, qui est Robb Stark, et Roderick Cassel, c'est parmi, pour moi, les 4 qui sont les plus jouables sur cette faction. Alors, même s'il y a certainement des combos à faire avec les autres, mais entre le général, les cartes arctiques, c'est pour moi, à mon sens, les 4 qui sont jouables, avec, encore une fois, à mon sens, une préférence pour les deux que j'ai mis en avant, c'est-à-dire Eddard Stark et Greyjohn, qui, à mon sens, sont les deux généraux les plus à même à être joués en Stark. Encore une fois, tout dépend de vos tactiques, de ce que vous voulez faire. Voilà. Pour revenir à Brendan Tully cavalier, il peut être jouable aussi, mais ça nécessite d'avoir pas mal de troupes cavalerie et de bien optimiser sa liste. Mais voilà. Voilà, c'était mon point sur les généraux. On va passer à la suite. Allez, on va commencer les attachements. Alors, vous allez voir, il y en a pas mal, donc le choix va être rude pour faire vos listes, pour choisir lesquels vous voulez. Donc, allez, on attaque. On va commencer avec les premiers, avec Bran et Hodor. Ils coûtent 1 point. Pour les attaques de mêlée, elles font plus une blessure, donc c'est toujours bon à prendre. Et Hodor en capacité native, quand cette unité fait une action de retraite, après lancer léger de retraite, vous pouvez faire que les retraites comptent comme un 6, et toutes les unités qui sont désengagées d'elles deviennent vulnérables. Et si vous le faites, cet attachement perd toutes ses capacités jusqu'à la fin de la partie. Donc en gros, vous perdez les -1, vous perdez le +1 blessure. Donc, pas forcément intéressant. Moi, je vous conseille plutôt de le garder et d'optimiser au plus le fait de faire +1 blessure. On passe ensuite, on va aller à droite, on va prendre Brendan Tully. Donc là, vous l'avez vu, on l'avait en version commandant, là on la version attachement. Il coûte 2 et il fait que bien sûr l'unité sur laquelle s'attacher devient une unité de la maison Tully. À chaque fois que l'unité en natif, à chaque fois que l'unité passe un test de morale, elle se soigne d'une blessure. Et résolution de fer, elle a +1 à ses tests de panique et subit -1 blessure pour ses tests de panique ratés. Pour 2 points, je trouve un peu cher, même si le fait de lancer un jet de morale permet de récupérer 1 point. Je trouve un peu cher à mon sens. On a ensuite, on continue avec Brennan Tully, là qui est en attachement cavalerie cette fois-ci. Donc pour 2 points également. À mon sens, il est plus intéressant que la version qu'on a vue à infanterie juste avant, puisque début d'un tour en ordre, en début d'un tour ami, vous pouvez cibler une unité qui est en ligne de vue et à longue distance, elle devient vulnérable. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et à haute flanque, là, c'est aussi un élément très intéressant. Vous pouvez cibler cette unité, vous pouvez mettre, vous pouvez les mettre en réserve et quand vous prenez la cavalerie, vous pouvez le déployer de la réserve à en courte distance d'un flanc de table. Donc pour 2 points, vous mettez, je pensais notamment à la cavalier Tully, justement, vous les mettez, c'est une unité qui va vous coûter cher, puisque c'est 8+2, la valeur de cet attachement, mais 10 arrivés sur le flanc, bien plein positionné, ça fait très 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 mal. Voilà. Vécu en live, comme qui dirait. Ensuite, on passe au Cranogan survivaliste qui coûte 1, qui a Elusive Escape qui permet de relancer ses distances et les unités qui sont désengagées deviennent affaiblies. Et l'autre chose, Pathfinder, ça fait que ça ignore les terrains dangereux, bloquants, enfin voilà, tout ce que vous avez sur la carte. Donc vous avez de quoi faire. Donc là, autant dire que les décors, ça vous passe un peu au-dessus. Donc ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs pour certaines unités, pour faire les charges et ce genre de choses, ça peut être pratique. Ensuite, vous avez le Warden Cranogman, qui est un ordre, qui est Overwatch. Après qu'un ennemi finit une action de marche, de manœuvre à longue distance, et qui est à l'œil de vue de cette unité, vous pouvez faire une action d'attaque à distance sur cet ennemi. Bien, mais situationnel, parce que quand on en revient à ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on faisait les généraux et même les unités, vous avez bien vu que les Stark, les attaques à distance, c'est pas leur point fort. Même les Cranogan, c'est pas forcément leur point fort, mais c'est situationnel le fait de l'utiliser. Donc là, pour le coup, c'est pas forcément l'attachement auquel je penserais, surtout juste pour avoir un ordre, pour 1 point d'unité à avoir.
On continue avec Great Number, un des bons généraux que j'ai mis bien en avant juste avant lorsqu'on a analysé les généraux. Great Number, lui, il fait la chose suivante, il coûte 2, un peu cher, mais par contre, vous mettez 2 tokens sur cette carte, et à chaque fois que cette unité devrait être détruite, vous enlevez un token et faire un jet de morale. Si vous le faites, cette unité n'est pas détruite, mais reste avec une blessure en jeu, et les ennemis qui sont chargés avec succès deviennent vulnérables. Alors c'est très bien sur les unités Humber parce que du coup ça permet d'optimiser et de surtout pouvoir faire une attaque à plein dé, puisque vous avez vu les unités Humber, plus ils ont le rang détruit, plus ils font très mal, donc ça peut être une bonne combo. Maintenant encore une fois, si vous n'utilisez pas Eddard Stark, vous pouvez le mettre dans une unité. Maintenant comme la composition des teams de votre liste sera pas du tout la même en fonction de si vous prenez Eddard ou Greatjon notamment. Voilà, vous verrez, mais voilà, pour 2, je suis pas sûr que vous prendrez cette unité et vous prendrez cet attachement pour vous. On continue sur la droite avec Jojon Reed, qui est une unité Cranogan, et qui en plus, à chaque fois que cette unité fait une action d'attaque ou de charge, avant de faire cette action, vous pouvez gagner 1, soit vous relancez le jet de distance, ou vous pouvez relancer les jets d'attaque, et vous ignorez bien sûr les mots-clés Hindering and Off, alors pas celui qui fait mal, hein, mais en tout cas ça vous permet de tout bon. Pareil pour 2 points, je trouve que c'est un peu cher payé, c'est pas forcément rentable. Encore une fois, tout dépend des listes, hein, mais à mon sens, vous voyez, c'est pas un attachement que je mettrais en premier dans mes troupes. Ensuite, on a l'attachement Mage Mormon, elle coûte 2. Alors là, elle a 2 capacités qui sont natives, donc c'est pas des ordres, donc c'est plutôt bien. Go Down Fighting, à chaque fois que un rang de cette unité est détruit, l'ennemi subit une blessure, une seule blessure. Ok. Et Unending, elle prend -1 de blessure pour chaque test de panique raté par rang détruit. Alors c'est très bien pour tenir maintenant, pareil, pour 2 points, je trouve que c'est un peu cher, même pour avoir le fait qu'en détruisant un rang, vous subissez une blessure. Comme c'est pas forcément le point fort de récupérer des unités dans la maison Stark, je suis pas fanat, on va dire, de cet attachement. Ensuite, on continue avec Mera Reed, qui est donc une unité Cranogan. Quand vous l'attachez à l'unité, ça coûte 1 point. Un ordre, frappe cachée, quand une unité ennemie engagée à longue distance fait une action avant de résoudre cette action. Alors ça marche aussi sur les actions de manœuvre de la cavalerie, donc au moment où ils font leur action gratuite, boum, vous faites ça. C'est plutôt pas mal, et vous choisissez un, donc soit subir une touche plus une touche par chaque rang restant, ou soit -1 jusqu'à la fin du tour. Donc là, pour le coup, c'est un attachement qui, à mon sens, est plutôt sympathique. Ça peut être faibli. Donc là, je le mettrai pas forcément dans mes attachements en premier lieu, mais néanmoins, c'est quand même pour certaines listes, notamment en Gungeon Number en commandant, ça peut être liste pour affaiblir un peu l'adversaire ou pour terminer une unité que vous auriez du mal à finir. Ça peut être un bon finisher dans les deux sens, hein, parce que même subir une blessure, même une seule, si c'est pour finir la dernière point, ça peut être pas mal. Voilà, à voir en fonction des combos, mais ce n'est pas c'est un attachement que je mettrais de côté dans mes choix de liste, parce que ça reste quand même intéressant, l'ordre quand même peut être sympathique. Et même le -1 en déplacement, hein, une unité qui serait déjà peut-être un peu faible en déplacement, ou une unité ennemie qui serait à la limite de charge, et qui se demanderait, ou qui aurait un attachement, comme par exemple en Nightwatch, en garde de nuit, qui permettrait d'automatiquement réussir une charge à 12, et ben là vous lui mettez -1, il passerait à 13, et là du coup, son 6 automatique, il pourrait pas le faire. Voilà. Ensuite, attachement suivant, le capitaine loyal, le loyalist captain. 2 effets de combat. La première, c'est l'unité pour 1 point. Hein. L'unité chargée avec succès devient vulnérable, ce qui est plutôt pas mal. Et deuxième effet, les unités de mêlée, les attaques de mêlée avec peuvent être relancées si l'ennemi a moins de rang que vous. Donc pour 1 point, c'est un bon attachement. Donc là, pour le coup, pareil, il reste dans la musette, prêt à être sorti en fonction de vos listes. Et de vos choix, bien sûr. On continue avec les prochains attachements. Mormon vétéran. Pour 1 point, il a Harden. À chaque fois qu'un ennemi fait une attaque de 2 mêlées sur cette unité, après avoir lancé les jets de défense, cette unité bloque une touche plus une touche additionnelle par chaque rang détruit.
Donc c'est une bonne capacité pour un, c'est pareil, en fonction de vos listes, ça peut être pas mal. Alors ça peut être intéressant quand même, malgré tout, de le mettre sur des unités Humber, si vous savez que vous allez affronter des listes plutôt très agressives, même si c'est bien de perdre des rangs, ça permet quand même de garder une option de survivabilité supplémentaire à vos unités. Donc voilà, après c'est un choix stratégique, voilà, puisqu'encore une fois, et tout dépend si vous mettez sur des unités des épées de Whale, des épées de Stark, ça peut être bien aussi pour leur donner encore un côté je tiens la zone. Mais voilà, le côté tanky peut être sympathique. Bon, voilà, c'est pas un attachement un attachement je garde à l'œil, on va dire, pour faire les listes. Ensuite, on passe à Robb Stark, que vous avez vu en commandant que j'aimais bien beaucoup sur le côté on tient et on ne va pas se faire avoir. Lui, il a comme capacité, après qu'un ennemi, donc oui, il y a la carte juste en dessous du personnage, hein, après qu'un ennemi a un ordre, après qu'un ennemi a fait une attaque sur cette unité peut faire une action de retraite, donc ce qui est plutôt bien. Voilà, c'est un peu comme le général, hein, en moins bien sûr. Et cette unité gagne +1 et peut faire plus en mouvement et peut faire aussi des pivots lorsqu'elle marche. Donc c'est plutôt pas mal. Pour 2 points, là pour le coup, pour 2 points, c'est pas un attachement que je garde sous le coude. Voilà, je trouve que le ratio est pas suffisamment bon. On passe ensuite à Rickon Stark, Valuable Captive, il gagne +1 au jet de morale lorsque vous l'avez, et par contre quand il est détruit, vous gagnez l'opposant gagne 1 point de victoire. Alors là pour le coup, ça coûte qu'1 point, mais alors là pour le coup, moi, honnêtement, les listes, si vous avez l'habitude des jeux de figurines, des jeux de bâtons, d'escarmouches, donnez la possibilité à votre adversaire de gagner 1 point de victoire presque facilement, notamment si vous avez du Targaryen qui vous charge, il vous le pète avec Drogo et il fait gagner 1 point de victoire gratos à votre adversaire. Là pour le coup, je suis pas fan, de même manière qu'on va parler tout de suite d'Oshawa, puisque vous ne pouvez jouer au choix que si vous avez Rickon Stark dans votre armée. C'est un attachement qui coûte 0. Alors c'est bien parce qu'il a Counter-Strike, qu'à chaque attaque ratée, l'attaquant subit une blessure. À chaque fois que vous j'ai un test de panique, vous réussissez un test de panique, l'attaquant subit une blessure. Certes, c'est bien, mais moi, encore une fois, comme je dis, laissez l'opportunité à votre adversaire de gagner 1 point de victoire, en sachant que à 10, il en a gagné. Honnêtement, je suis pas fan. Alors, il y a des compos, hein, il y a des gens qui le jouent, parce qu'effectivement, c'est un risque à prendre. Mettez-le peut-être, testez-le sur une liste, mais si vous savez qu'en face, vous avez une liste ou un adversaire qui potentiellement peut avoir des pets d'attachement, hein, comme les Targaryens avec Drogo, comme je viens de dire, je ne sortirai pas cet attachement. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas très fan de donner un point de victoire facile à votre adversaire. Puis, ok, il fait le Counter-Strike d'Oshawa peut être fort, faire une blessure, mais ce n'est qu'une blessure, donc ça n'a pas la capacité de tanking des Baratheon. Donc, vous voyez, je suis pas. Encore une fois, je déconseille. Alors, pour des joueurs experts, peut-être. Pour des joueurs débutants de la maison Stark, je déconseille fortement. Et enfin, le dernier attachement de cette page, c'est Rickard Stark, qui coûte 2 points, qui a un arc en unité. Quand cette unité fait une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, cette unité gagne critique et Sundering. Et après cette attaque, elle subit 2 blessures, moins 1 blessure par chacun de ses rangs détruits. Donc c'est une attaque qui est quand même très forte, parce que critique, Sundering, critique et fracassé, ça peut faire très mal. Et par contre, l'effet qui est juste en dessous, le rage incontrôlé, quand cette unité s'active, et qu'il peut charger un ennemi, il doit faire un jet de morale sur un raté. Il charge l'ennemi, et par contre, l'unité la plus proche valide, hein, pour la charge, et ces jets de distance de charge sont comptés comme un 6. Donc ça peut être bien avec le critique, l'euro et les Sundering. Donc maintenant, ça coûte 2, mais néanmoins, la carte à garder, notamment avec les Humber, hein, qui tapent très fort, ou les Mormons, qui tapent très fort dans les Stark. Voilà, maintenant pour 2 points, c'est fort, ça les vaut. Est-ce que vous la mettrez dans votre liste? Je sais pas, je la garde à l'œil, comme on dit, mais c'est pas forcément mon premier choix, mais ça reste quand même un bon attachement.
Et enfin, les derniers attachements disponibles pour les Stark, on a l'épée louée, le capitaine épée louée, qui est lui en ordre, donc pour un point. Quand cette unité fait une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, vous pouvez relancer les dés et le défenseur devient invulnérable. Donc c'est un bon petit attachement à un point, voilà, qui paye pas de mine. Ça sympa. On va passer juste en dessous au champion Amber, qui est pour un point également, qui a un ordre, un site. Quand cette unité fait une action de mêlée avant d'enchaîner les dés d'attaque, cette attaque gagne vicieux et lance les dés comme si avec la plus haute attaque. Donc là, pour le coup, je vous le mets, c'est un auto-inclus dans des unités Amber, parce que ça peut permettre, Berserker notamment, hein, ça va directement vous taper direct à 9 dessus, donc c'est quand même très très fort. Donc là, si vous prenez un commandant Amber ou si vous mettez une unité Amber, il faut mettre cet attachement. Bon, après, bien sûr, il faut avoir les points, il faut que... voilà. Après, en tout cas, moi, c'est mon avis à moi, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, ça ne regarde que moi, ce n'est des propos qui n'engagent que moi, encore une fois. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, mettre vos commentaires sur ce que je dis, hein, sur les Stark, hein, bien entendu. Ensuite, on passe à Syrio Forel, qui coûte 2 points. Alors, lui, il coûte 2. Par contre, l'unité gagne. Les attaques de mêlée gagnent précision, donc ce qui est plutôt bien. Et en plus, agile, l'unité subit -1 au toucher pour attacher cette unité. Alors, il coûte 2, mais il vaut quand même ses 2 points. Donc, Syrio Forel est très bien. Par contre, attention, en défaut, il doit avoir Eddard Stark, ou Arya Stark, The Wolf Girl, en attachement. Donc à voir. À voir. Et enfin, on a le Winterfell Gardien, qui à chaque fois que cette unité passe un test de morale, il se soigne d'un, et à chaque fois que cette unité subit une tenacity, à chaque fois que cette unité réussit un test de panique, l'ennemi qui est engagé avec lui subit une blessure. Pareil, c'est un bon attachement, à voir en fonction de vos troupes. Là, vous voyez, il y a certains attachements, comme j'ai dit, j'étais nuancé, ça dépend vraiment des troupes sur lesquelles vous allez le mettre. Donc là, le Winterfell Guardian, c'est un attachement cavalerie. Donc pour un point, c'est intéressant si vous ne voulez pas mettre Brandon Tully notamment, mais je le mettrai en deuxième après Brandon Tully. Voilà, on a fait tous les attachements, donc vous les avez vus, hein, vous avez ceux-là, vous avez ici Rickon Stark, vous avez ensuite, voilà, ici Merari, Royaliste, hop, et en dernier, vous avez ceux-là, voilà. Donc on les a tous vus, j'espère que ça vous a plu pour ces attachements. Il ne nous reste plus qu'à faire les unités non combattantes. Allez, c'est parti. Allez, on attaque maintenant la dernière partie, avant le débrief final et de donner mon avis global sur la faction. Donc on passe aux unités non combattantes. Alors, on commence par Arya Stark qui coûte 4 points. Never do what they expect, ne jamais faire ce qu'ils attendent. Alors, Aira commence la partie avec 2 ordres tokens sur elle, et au début d'un tour ennemi, vous pouvez enlever un ordre token d'Aira. Voilà. Si vous le faites, une unité d'infanterie amie peut faire une manœuvre ou une action de retraite. Ça, c'est plutôt très fort. Ça, c'est plutôt très fort comme capacité. Voilà. Après, ça n'a que 2 ordres, mais 2 ordres qui peuvent changer toute la partie, puisque enlever une possibilité à votre adversaire, ou une manœuvre, ou l'empêcher de charger, ou l'empêcher de faire une action de mêlée facile. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses à faire avec elle. Donc un bon petit NCU, on va dire. Catelyn Stark, pareil en NCU, qui coûte 4 points, donc il y a une influence. Donc à chaque fois que vous prenez une zone, hein, vous pouvez utiliser cette influence. Vous la mettez sur une unité, et cette unité peut enlever une condition d'elle, donc c'est-à-dire affaibli, vulnérable, vulnérable et paniqué. Voilà, c'est un des 3, vous pouvez l'enlever. Et quand l'unité sur laquelle vous avez mis cette influence attaque toujours avec ses dés les plus forts, donc ça c'est très 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 fort, donc un très très bon NCU, voilà, que vous pouvez utiliser et vous pouvez même abuser. Ensuite on a Eddard Stark. Alors
Comme je disais, souvent ce sera le général, donc si vous l'avez en général, bien sûr, vous ne pouvez pas le prendre en NCU. Il a deux versions, et effectivement, moi je le préfère en général, même si les NCU sont plutôt pas mal. Donc ça peut être bien de le prendre, mais par contre, vous voyez, ces deux généraux qui coûtent 6, donc très cher. Maintenant, si vous prenez le général Humber, vous mettez lui en NCU, vous avez vu que les troupes Humber sont plutôt à 5 voire 6, donc ça peut permettre éventuellement de compenser. Voilà, les deux généraux. On va commencer par celui qui est en dessous de Kathleen, donc la main du roi, pour 6 points, premier effet, Price of Honor, prix de l'honneur, enfin prix de l'honneur, on peut traduire comme ça. Hein. Au début d'un n'importe quel tour, vous pouvez détruire Edgar, et si Eddard, pardon, voilà, et si vous le faites, vous ciblez un ennemi NCE, ce ennemi NCU, et cet ennemi, ce non-combattant unité ennemi ne peut pas s'activer et perd toutes ses habilités jusqu'à la fin du round. Alors là, pour le coup, perdre un bonhomme pour l'empêcher d'action juste à un tour, donc perdre vous une activation aussi, donc perdre un NCU et donc perdre une possibilité. Voilà, j'utiliserai éventuellement, si vous l'utilisez, je l'utiliserai plutôt au tour 5 ou au tour 6, où vous êtes sûr d'avoir un vrai impact en bloquant un NCU ennemi, mais en début de partie, pour le coup, je vous le déconseille d'utiliser cette capacité. Deuxième capacité possible, c'est l'ordre de la main, donc c'est une influence. Quand vous influencez une unité, donc quand vous avez mis cette carte sur une unité, à chaque fois que cette unité est ciblée par une habilité ou une carte tactique de votre adversaire, vous pouvez l'annuler, vous pouvez annuler cet effet par la carte d'influence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on passe à Eddard Stark, qui lui, Bravery of the Face of bravoure face à la mort, on pourrait traduire ça comme ça. Eddard commence la partie avec 4 tokens ordre sur lui, et à chaque fois qu'une unité amie fait un test de panique, avant de lancer les dés, vous pouvez enlever un jeton ordre sur Edgar, et si vous le faites, cette unité peut relancer les dés de ce jet de panique. À chaque fois que l'unité amie passe un test de panique, vous pouvez aussi enlever un ordre token d'Edgar, et si vous le faites, cette unité récupère en plus 2 blessures plus une blessure par chaque ordre détruit. C'est plutôt pas mal du tout. J'ai une préférence sur le premier, sur la main du roi, qui quand même peut empêcher une influence, donc la spéciale dédicace au Lannister, hein, qui aime bien vous pourrir la vie. Donc voilà, la capacité d'Eddard Stark est plutôt sympathique. Deuxième fournée, on va dire, d'unités non combattantes, ce sera les derniers. Donc vous voyez, ils n'ont pas un choix non plus énorme, mais c'est beaucoup le cas dans pas mal de factions, d'unités non combattantes. Alors on va commencer par Hollandrid, qui coûte 5. Alors lui, il donne une influence. Vous faites une unité ennemie, et elle a plus un au toucher, et en plus elle touche tous les terrains sont considérés comme avant le Enduring Roof, donc en gros ils vont perdre des avantages sur les terrains. Donc c'est quand même là pour le coup pour 5 points, même si c'est une influence. Là vous voyez quand même clairement en termes d'unité non combattante, il y a quand même mieux que ça. Voilà. Ensuite on va passer à Lyanna Mormont. Pour 4 points, c'est un très bon NCU. Et pourquoi? Parce que la Avenging the North, donc la vengeance du Nord, en influence, vous la mettez sur une unité amie, et elle gagne des bonus en fonction du nombre d'unités d'amis combattantes qui ont été éliminées. Et ça a même un effet, même s'il n'y en a pas qui ont été détruits, puisque à 0 plus ou 0 ou plus, elle gagne plus 1 en morale, donc bien sûr ça se cumule. 0 ou plus, si une unité a été détruite, elle gagne les attaques de mêlée gagnent critique. Au 2 à plus, vous passez tous vos tests de panique, voilà, sur l'unité sur laquelle vous avez une influence, hein, bien sûr. Hein. Et la dernière, vous pouvez relancer tous vos jets d'attaque. Donc c'est quand même très 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 fort à mon sens. Voilà, c'est vraiment plutôt très 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 sympathique. On passe juste à côté à Robb Stark, le King du Nord.
là qui coûte 5 points, là encore, qui ne peut pas être joué si vous avez Eddard Stark. Voilà, dommage, parce que le Wolf Cunning, alors c'est un effet sympathique pour 5 points, un peu cher. Là pour le coup, après le déploiement, vous pouvez cibler une unité amie, combat un ami, vous pouvez l'enlever, vous pouvez la déployer après, enfin elle fait une attaque de flanc en fait. Vous pouvez la mettre, la flanquer. L'autre effet vous pouvez l'attacher, donc la mettre, elle pourra se mettre en réserve et attaque et se déployer, lorsque vous aurez le jeton cavalerie, enfin l'icône cavalerie du tableau diplomatique. L'autre effet, c'est que les attaques de flanc ou de dos de l'unité l'unité ciblée deviendra paniquée et vulnérable. Donc c'est pas mal. Maintenant pour 5 points, quand on voit l'unité à 4 disponible en NCU, je pense que c'est pas le premier unité non combattante que je choisirais, c'est les Stark. Ensuite on passe en dessous à Roderick Cassel, à gauche en dessous, Martial Expertise. À chaque fois que Roderick prend les épées, vous ciblez une unité de combat ennemie, elle devient vulnérable, et en plus de ça, Roderick commence la partie avec 2 tokens d'ordre sur lui, et au début d'un tour, n'importe quel tour, vous pouvez enlever un ordre token de Roderick, et si vous le faites, vous pouvez cibler une unité amie ciblée, et vous pouvez, en gros, vous pouvez, si une unité de chez vous a utilisé un ordre de son unité, et bien vous pouvez, avec le token ordre, vous l'enlever et il pourra réutiliser son ordre. Donc c'est plutôt pas mal pour 4.1, C2. Voilà, je suis pas. Il y a des trucs bien à faire avec lui, mais quand on voit les unités combattantes qu'on a vues juste avant, il n'y a pas photo, comme on dit vulgairement. Mais il y a certainement des choses à faire avec Roderick Cassel. Ensuite, on passe à la dernière NCU qu'on n'a pas vue, c'est Sansa Stark, qui lui fait une fois par partie, quand vous activez Sansa, vous pouvez reprendre une carte tactique de votre pile de discard, de défausse, et la remettre dans votre main. Et autre effet, c'est qu'à chaque fois que Sansa prend possession d'une zone, vous pouvez remplacer l'effet de la zone par reprendre une carte tactique de la défausse dans votre main. Donc voilà, une fois par partie, elle va prendre une zone, elle va faire l'effet de la zone, mais elle pourra aussi prendre une carte tactique de votre défausse et la mettre en main, donc vous faites cumuler les deux. Et sinon, elle remplace un effet tactique vous remplacez l'effet de la zone pour reprendre une carte tactique. Donc ça peut être très bien en fonction de votre général. Donc c'est un bon NCU aussi. Mon choix, à mon sens déjà à premier, irait plutôt vers Lyanna, celle que vous avez là, et Kathleen, mon premier choix de NCU, parce que il y a quand même des bonnes choses. Et après, j'irai sur Arya Stark et Sansa pour faire le complément. Voilà, eh bien, on arrive au bout, il est temps maintenant de faire un petit débrief final sur les Stark. Allez, il est temps de faire un débrief global de ce qu'on a vu. Alors, vous voyez, dans la maison Stark, il y a quand même pas mal de choix possibles, il y a quand même des unités bien variées, il y a des unités plutôt tanky, des unités plutôt agressives, des unités qui font un peu les deux, des généraux, vous en avez un qui est plutôt, on va dire, sur la défense, contrôle défense, on va dire, avec Eddard Stark, et un qui est plutôt sur la force brute, le bourrinage intensif, c'est Greyjohn Amber. Après, il y en a d'autres, mais principalement ces deux-là sautent à l'œil quand on regarde un petit peu les généraux. Dans les troupes, vous voyez, il y a des bonnes troupes. C'est sûr qu'en cavalerie, il n'y a pas photo, c'est la maison, c'est la cavalerie Tully qui est en bonne place, avec la combo avec le Brynen Tully derrière, en attachement. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut faire très très mal. Dans une combo Humber avec ça, peut-être il y a moyen, il faut voir les vis, voir ce qu'on peut faire avec. En attachement, vous avez vu donc Brynen Tully, vous avez le Humber champion qui peut faire le café aussi. Vous en avez d'autres aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment du choix, il y a vraiment de quoi faire. Donc, voir ce que vous préférez. Bien entendu, tout ce que j'ai dit lors de la vidéo, c'est mon avis personnel. Voilà, vous avez le droit d'avoir votre avis propre sur ce que j'ai dit, ne pas être d'accord avec moi bien sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas avec moi,
Alors j'ai peut-être fait aussi quelques erreurs d'interprétation aussi, c'est possible. Je ne mets pas de la science infuse, comme on dit, et puis je suis encore assez débutant sur le jeu aussi. Voilà, même si j'accumule les parties maintenant, mais bon, il n'empêche que je peux me tromper, je suis comme tout le monde, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous intéressera, qu'elle vous servira aussi, puisque c'est un peu le but, en bien ou en mal d'ailleurs, mais plutôt en bien quand même. Voilà, donc j'espère qu'elle vous servira. N'hésitez pas, comme je dis encore une fois, à vous abonner si vous voulez en voir encore plus de contenu sur la chaîne sur du Aswaf, du Song of Ice and Fire. Mettez un petit pouce, c'est très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Un petit commentaire, ça fait pas de mal non plus. Et pareil pour moi, ça permet d'avoir un retour et ça me pousse également à continuer. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour plein d'autres contenus à Aswaf and Fire et notamment avec le kit d'achat Stark que je vais vous préparer dans la foulée, bon qui sortira pas tout de suite, mais que je vais vous préparer très rapidement derrière. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous bientôt comme je disais. Ciao ciao.